Donc je vais poser ma première question à nos invités. Donc l'objectif initial, c'est déjà de faire un constat avant de se dire quel levier on peut mettre en place pour reconnecter avec ses salariés. Voilà, donc je me tourne d'abord vers les prestataires et agences design et stand, vers Stanislas et vers Patrick, avec cette première question qui est: aujourd'hui, quel constat faites-vous de la situation actuelle et où en sommes-nous de la connexion avec les équipes? Et si nous sommes déconnectés, quelles en sont les conséquences à court et moyen terme pour vous? Bonjour à tous. C'est vrai que c'est un sujet parce qu'on est prestataire de service et le service, ce sont les hommes et les femmes qui le font. Aujourd'hui, la crise, elle a détendu le lien social qui nous unissait, qui était le travail. Donc il a fallu retisser ce lien social. Ce lien social qui a été distendu par 18 mois de non-activité ou de petite activité. Donc ce lien social, il y en a qui ont essayé, on a tous essayé de le maintenir en essayant de prendre des nouvelles des équipes. Donc ça a été le travail, je pense, de tous au quotidien. Alors c'est vrai qu'on a tous malheureusement perdu des gens, parce qu'on peut estimer qu'on a à peu près perdu entre 10 et 15% des gens qui ont changé de secteur d'activité. Donc c'est un vrai sujet pour demain. Donc reconnecter les gens, c'est déjà entretenir ce lien, essayer de faire des petits événements ponctuels pour retisser ce lien, pour qu'on revienne dans la vie réelle, dans le monde du travail. Donc ça, c'est le sujet au quotidien. Donc faire des petits événements, de retisser ce lien, de remettre un peu l'activité au centre de notre moteur de fonctionnement. Et puis aussi, c'est aussi d'inverser la tendance. Quand je dis inverser la tendance, l'activité partielle, c'était avant l'activité première, si je puis dire. Et quand on avait un peu d'activité, on mettait les gens au boulot. Donc là, je pense que maintenant, il faut inverser. C'est-à-dire que la reprise d'activité, c'est la norme, et l'activité partielle, s'il y en a encore, eh bien, ça reste accessoire. Je pense que c'est ça, il faut remettre ça dans l'ordre. Et c'est important de le dire à nos salariés. Après, ce qu'il est important aussi, c'est de dire on a perdu des gens. Ces gens qu'on a perdus, il va falloir qu'on refaçonne des talents, qu'on attire des nouvelles compétences. Et pour ça, il y a plein de sujets. Il faut travailler en amont, travailler avec les centres d'apprentissage, travailler avec les sous-traitants, essayer de développer les compétences, faire monter des gens. On a eu, je pense, avec beaucoup de financements de formation qui ont pu avoir lieu. J'espère que vous avez pu les mettre en place et en faire profiter vos salariés pour qu'on puisse faire monter les gens en compétences demain et puis qu'on puisse redémarrer, on va dire, notre activité. Je pense qu'il faut essayer de mettre un peu d'excitation intellectuelle, de motiver, de dire que malgré que la crise soit toujours présente, eh bien, il y a quand même des signaux forts qui arrivent, utiliser ces signaux pour les mettre en avant, vont dire qu'il y a de l'activité, elle va reprendre, même s'il est clair qu'on va retrouver le chiffre d'affaires de 2019, ça va prendre un petit peu de temps. Mais il faut qu'on ait une communication positive vis-à-vis des salariés, même si on a toujours cette crainte de variant, cette crainte de quatrième vague. Mais je pense qu'il faut être dans une dynamique positive, dans une communication positive, et qu'il faut titiller, je dirais, les gens qui travaillent avec nous, nos collaborateurs, pour qu'on leur mette de l'excitant intellectuel, de l'excitant de relations sociales, pour que derrière, il y ait ces dynamiques qui se créent. Il a tout dit. Bonjour à tous. Tout a été dit, je crois, malheureusement. Enfin, tant mieux. En ce qui concerne les prestataires, aujourd'hui, il est vrai qu'il y a un petit léger brouillard, dans le sens où les gens ont une peur quand même de l'avenir. Et donc les collaborateurs, comme tu l'as dit, ont fui, sont partis pour la majorité. Certains ne reviendront pas, d'autres viendront, font pour l'instant beaucoup de missions à l'extérieur. Et il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est pour les prestataires, c'est l'approvisionnement. Donc on a un problème de personnel, on a un problème d'approvisionnement, on a des problèmes de visibilité. Cette crise nous a appris que on pouvait être encore très surpris par ce qui se passe. Et donc les collaborateurs cherchent aujourd'hui à faire des métiers qui ne seront plus chronophages, qui ne travailleront plus le week-end, plus le soir.
Et nous, il va falloir qu'on s'adapte à ça maintenant, à une nouvelle vague de professionnels. Et ça va être très compliqué parce qu'on n'a pas de filière reconnue. Et donc les gens du métier ont soif de reconnaissance et ne l'ont pas forcément. Voilà. Je pense aussi que moi j'ai discuté avec des hôteliers ou des restaurateurs qui ont été confrontés au même sujet que nous. Et je vais mettre un peu d'optimisme dans ce que tu dis, parce que ils se sont retrouvés pareil avec des gens qui travaillent depuis très longtemps, qui ont retrouvé une vie un peu plus cadrée, en travaillant pas le soir, en travaillant pas le week-end. Mais par contre, ils ont essayé de redynamiser, de retrouver des jeunes talents. Alors c'est clair que former un serveur, ça met moins de temps que de former un menuisier ou un électricien. C'est ça la différence. Mais je pense qu'on est capable d'attirer, parce que c'est un beau métier, je vous dis franchement, si vous avez un menuisier qui fait des meubles à la chaîne et que vous lui montrez des événements, vous lui montrez des salons, je pense que vous avez un pouvoir attractif qui est fort. Mais ça, par contre, il faut le diffuser l'image du métier. Il faut faire des salons professionnels, attirer des talents, faire les écoles pour attirer les gens vers mettre nos métiers en lumière. Et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Je veux dire, c'est clair que c'est un métier ce sont des métiers qui sont très attractifs, mais il faut savoir les mettre en avant. Et comme ça, attirer des gens qui n'iraient pas dans notre secteur d'activité naturellement. Et je pense que c'est en mettant en avant ces métiers, puis aussi, il faut un peu sortir des sentiers battus, c'est-à-dire que là où vous ayez l'habitude d'aller chercher des gens, il va falloir aller voir ailleurs, aller peut-être vers des gens qui sont vers des métiers, des gens peut-être plus éloignés de l'emploi, et qui vont être contents d'être accueillis dans un secteur d'activité où il y a une notion de famille, où il y a une notion d'appartenance, et ils vont être attirés par ces métiers-là. Donc c'est à vous d'être attractif, à vous d'attirer, et puis on va dire, bah oui, ça va être un petit peu plus compliqué au début, mais je pense qu'on peut, à un moment, la crise, elle a ses bons côtés, et il faut utiliser ses bons côtés pour rebondir, et ce qui est important, c'est de retrouver des ressources dans cette crise, et à y aller avec une dynamique positive. Alors c'est facile quand je le dis, hein, ça ne se fait pas comme ça, je vous rassure, mais c'est quelque chose qu'il faut installer, dire que les schémas qu'on avait avant le Covid, c'est terminé, il faut qu'on retrouve des chemins pour retrouver des compétences, pour retrouver des talents, pour retrouver avec nos métiers. Parce que c'est clair qu'on souhaite tous une activité qui va reprendre rapidement. On ne sait pas comment va être la pente. Je pense que la pente, déjà, il faut dire, elle va être positive, donc c'est déjà bien. Maintenant, elle va être peut-être un peu plus longue que prévu. Mais il va falloir dès maintenant commencer à reconstruire des talents pour lorsqu'on va être à 100%, voire à 120%. Qu'on puisse bien sûr fournir nos clients avec des prestations de qualité. Et tout ça, ça se prépare et c'est pas la veille pour le lendemain qu'on claque dans les doigts qu'on va retrouver les talents comme ça. Je pense que là, avant d'être à 120%, on a un petit peu de marge, donc il faut reconstruire les talents avec des prestataires, il faut reconstruire les talents avec des salariés et peut-être travailler avec des écoles d'apprentissage. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes chez vous qui travaillent avec des apprentis. Oui, c'est une contrainte, mais travailler avec un apprenti, c'est un investissement pour demain. Donc c'est aussi trouver des chemins de ce type-là, l'apprentissage, aller peut-être vers des métiers, aller se tourner vers l'inclusion, pour former des gens pour demain. Alors c'est clair que vous allez perdre du temps au départ, mais vous pouvez retrouver des gens qui vont être 2 fois plus motivés que quelqu'un qui était chez vous depuis 15 ans, qui, entre guillemets, en a ras-le-bol de bosser le week-end ou le soir ou de ne pas avoir d'heure de machin. Et quelqu'un qui est usé peut-être par notre métier. Et on va retrouver des gens avec peut-être plus d'appétence, plus d'envie. Et c'est ça qu'il faut essayer de travailler. Très bien. Alors maintenant, je me tourne vers vous, Corinne. En tant que recruteuse dans l'événementiel, quel est le retour quelque part des candidats par rapport à l'événementiel, par rapport à notre industrie? Alors bonjour à tous. Je fais la suite et un très bon pont, c'est effectivement l'apprentissage. J'y réfléchissais un petit peu en préparant cette réunion. Je pense en événementiel, il y a assez peu d'apprentis. On offre des stages, mais peu d'apprentissage. Peut-être serait-il intéressant de prendre un peu cette opportunité. Mes clients me disent souvent oui, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas prendre des gens qui n'ont pas toutes les compétences parce qu'on n'a pas le temps de les former.
Alors qu'on ne les forme pas, je suis d'accord, mais par contre, on peut les accompagner. Et je pense qu'il serait intéressant aussi que les structures qui recrutent soient un petit peu plus ouvertes aux profils qui leur sont proposés, à la motivation, à l'envie. Et il ne faut pas oublier que dans tout contrat, il y a une période d'essai. La période d'essai, elle est dans les deux sens. Et que voilà, quelqu'un qui a vraiment envie, c'est important aussi de lui donner sa chance. La confiance, ça se construit. Les compétences, ça s'acquiert. Ça se conforte. Et quelque chose qui est un petit peu navrant, surtout dans l'événementiel, alors moins dans le côté technique, c'est le jeunisme ambiant. Et c'est terriblement dérangeant. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui sont à 30 ans, qui sont très popotes, et il y a des gens qui à 50 ans sont très dynamiques. Et voilà. J'aimerais que si on doit tirer des leçons, qu'on soit un petit peu plus ouvert, un petit peu plus indulgent, et qu'on laisse, qu'on change un peu l'état d'esprit, et que ce domaine d'activité qui est pas seulement des paillettes, mais qui est un métier excessivement difficile, où il faut énormément de compétences et de qualités humaines, qu'on le hisse à sa vraie place, parce qu'il est peu connu, peu reconnu, et c'est pour ça qu'il est peut-être mal vendu auprès des étudiants. On demande des gens qui ont fait des formations de 5 ans en école de commerce, pour faire quoi en fait? Moi on me dit, mais Corinne, ils savent rien faire. Donc il y a un anachronisme entre la demande, les gens qui veulent, et l'adéquation ne se fait pas. Donc voilà, espérons que ce manque un peu de ressources va amener un petit peu plus d'ouverture d'esprit et d'indulgence. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, Patrick. Est-ce que ces difficultés aujourd'hui, donc on parlait de 10 à 15% des salariés qui ont quitté le métier, est-ce que c'est unique à notre industrie? Et quel est selon vous l'impact de la crise sanitaire sur cette question? Est-ce que ça a accéléré ou est-ce que c'est quelque chose qui était latent déjà? Bonjour à tous. Donc, juste peut-être vous dire que, alors moi je suis ni un spécialiste du secteur, vous l'avez compris, je travaille dans une structure qui a vocation à intervenir dans tous les secteurs d'activité, ni un spécialiste des questions de RH à proprement parler, puisque le corps de métier de l'ANAC, c'est plutôt la question du travail, des transformations du travail justement, et puis de tout ce qui peut faciliter, favoriser l'amélioration des conditions de travail, avec un principe qui n'est pas toujours évident à faire vivre, qui est agir sur les conditions de travail, c'est aussi agir sur la performance des entreprises. Voilà. Alors, c'est aussi du coup de cette place-là que je serais amené à apporter quelques éléments. Alors, en termes de constat sur la crise, moi j'aurais envie de partager peut-être 2 ou 3 points avec vous. Déjà, le premier point, c'est quand même la diversité des situations. En termes d'impact de cette crise, aussi bien sur les problématiques d'engagement, puisqu'on est parti de là, que sur les problématiques qui relèvent du business, de l'activité et de l'impact en termes de conditions de travail. Donc il y a vraiment une diversité, alors en fonction des secteurs, en fonction des métiers, en fonction de la culture de l'entreprise qui préexistait ou pas, avec, on l'a vu, quand même une capacité importante et à peut-être mieux traverser cette crise d'organisation qui était un peu plus agile, comme on dit, flexible, en capacité de s'adapter à ces situations-là. Dans certaines organisations, d'un point de vue culturel et organisationnel, c'est des choses qui ont été beaucoup plus difficiles à faire par rapport à ça. Donc, grande diversité de situations en termes d'impact, y compris en fonction des individus. Juste un petit rebond par rapport à ces premières prises de parole. On évoque la question de l'apprentissage et très clairement, l'apprentissage est toujours
poussé ou avancé comme étant un levier plutôt intéressant, pertinent, dès lors qu'on a des problèmes d'attractivité, dès lors qu'il s'agit d'intégrer, de fidéliser. S'il y a des gens qui ont particulièrement souffert pendant cette crise, c'est les gens qui sont sur des situations de contrats d'apprentissage, c'est des gens qui sont sur des situations de contrats précaires, c'est ces populations-là. Donc si on regarde y compris les populations, les salariés, le type de contrat, les femmes également ont été encore plus victimes et encore plus mal traversées. Donc il y a aussi des différences en fonction des statuts et aussi des territoires, parce que peut-être qu'on y reviendra, mais l'ancrage territorial est aussi, dans un certain nombre de cas, un levier intéressant pour les entreprises. Donc ça, c'est peut-être le premier constat, la diversité. Vous l'avez dit, je pense qu'un secteur comme le vôtre, il y a des proximités importantes avec tous les secteurs d'activité qui ont été contraints quasiment du jour au lendemain d'arrêter leur activité, de mettre leur personnel au chômage. Pour d'autres, au contraire, ça a été un maintien, voire un renforcement de l'activité selon les secteurs. Bon, dans certains métiers de bouche, par exemple, commerce de proximité au moins dans un second temps, les impacts n'ont pas été les mêmes. Et puis ceux qui ont basculé du jour au lendemain aussi en télétravail plus ou moins important. Donc vraiment des choses très 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 différentes. Deuxième peut-être point qui pourrait nourrir nos débats dans cette table ronde, c'est que du coup les enjeux et les problématiques sont quand même assez différentes d'un secteur à un autre, d'une entreprise à un autre. Et ces problématiques, elles ont fluctué au fil des 2 dernières années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la problématique numéro 1, c'était la question effectivement de la santé, de la sécurité. Ça reste une problématique importante. Mais beaucoup d'entreprises, leur premier enjeu, ça a été d'intégrer cette composante de la protection de ses salariés pour pouvoir maintenir son activité. Donc la mise en place de protocoles, tout ça. On peut considérer aujourd'hui que sur ce volet-là, on le voit bien avec le pass sanitaire ou d'autres leviers, les entreprises ont déjà franchi un cap, elles sont plus en capacité, me semble-t-il, à intégrer. Et cet enjeu-là, même s'il est toujours prégnant, il est peut-être moins important aujourd'hui qu'il n'était hier. Alors, les autres enjeux prégnants du moment, c'est celui effectivement de ce que vous appelez la reconnexion, ce qui suppose qu'il y a eu à un moment donné des connexions. Et c'est intéressant de voir aussi que celles qui n'ont pas complètement déconnecté ont évidemment plus de facilité à réembarquer leur personnel quand elles ont réussi à maintenir un lien, à garder une activité, etc. Vous avez déjà évoqué une piste que je trouve intéressante qui est la question du travail et de la prise en compte des conditions de réalisation du travail. C'est très certainement un levier important à regarder parce que, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Et donc, il y a bien des enjeux de réflexion. Et les enjeux du moment, ils sont quand même essentiellement, en résumé, de l'ordre du management et du pilotage à la fois de l'activité et de ses ressources. Voilà, donc des problématiques bien spécifiques qui sont différentes selon les secteurs. Et peut-être un dernier constat générique avant de lâcher le micro, c'est que nous, on s'est aperçu à travers les retours d'expérience, les analyses, le suivi, les enquêtes qu'on avait pu faire, que la crise avait finalement révélé des forces et des faiblesses qui préexistaient la plupart du temps. C'est-à-dire que là où les entreprises avaient déjà quelques fragilités sur le plan du dialogue social, là où elles avaient des modes d'organisation qui étaient peut-être déjà complexes, compliqués, difficiles, où elles manquaient peut-être de réactivité, de flexibilité, inévitablement la crise a accentué, a eu un effet loupe sur des problématiques ou des difficultés qui préexistaient. Ça, c'est important. Et ce qui fait dire aussi, d'un point de vue plus macro, que la crise a eu un phénomène d'accélération, de transformation qui était déjà sous-jacente. La question du télétravail et de l'aspiration des salariés à aller vers des équilibres de vie différents, à ce qu'on prenne en compte davantage les enjeux de qualité de vie au travail, les attentes des nouvelles générations vis-à-vis du travail, la question du sens et de l'engagement, ne sont pas des questions nouvelles, ce sont des questions qui préexistaient, mais qui se sont retrouvées exacerbées par la crise. D'où l'importance, effectivement, de les traiter aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, j'ai encore une petite question là, sur le contenu. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous faites comment vous gérez l'obligation de passe sanitaire
C'est-à-dire comment gérer Aujourd'hui, c'est une grosse problématique à gérer. Moi, j'en ai entendu parler à droite à gauche. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui rajoute encore plus dans les difficultés aujourd'hui de ressources humaines et qui est de nature aussi à freiner les événements. Alors, c'est quelque chose qu'il a fallu anticiper. C'est-à-dire que déjà, comme on a, pour les gens qui étaient malheureusement pas vaccinés, je prends exemple, nous, vers le 20 juillet, on a déjà commencé un peu de mailing, plus un peu de phoning pour dire, les gars, vaccinez-vous, parce que pour la reprise, il va falloir être là. Et puis, si on veut travailler dans un ERP demain, il faut que vous soyez vaccinés, il faut que vous ayez votre passe sanitaire. Voilà. Puis, je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée hier. Hier, on a quelqu'un qui ont fait un gros congrès à Marseille et on a quelqu'un qui a été testé, qui n'avait pas son parcours vaccinal complet et qui a fait un test antigénique positif et qui est avec 5 personnes. On est une équipe de 50 personnes sur place. Et si y a une personne qui est positive, les équipes elles sont décapitées. Heureusement, elle a fait après un test PCR négatif. Ouf. Mais ça veut dire qu'on peut avoir toute une équipe qui peut être totalement décapitée. Et ça veut dire que vous pouvez retrouver sans aucune personne sur un chantier, ce qui peut être vraiment problématique. Donc il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère, parce qu'en termes de production, ça peut avoir des effets désastreux. Donc c'est clair qu'il y a une communication là-dessus. Puis après, c'est aussi stocker en tant qu'employeur. Vous pouvez bien sûr stocker les QR codes pour les présenter, pour être sûr. Et puis après, il faut sensibiliser les salariés sur l'importance. Je sais que c'est un problématique. Moi, je ne rentre pas dans le sujet de l'anti-vaccin ou pro-vaccin. Ce n'est pas du tout le sujet. C'est-à-dire qu'il faut être pragmatique. On a besoin d'avoir un pass sanitaire. Est-ce que ton pass sanitaire sera complet? Quid quand les tests vont être payants? Ce genre de choses c'est la vie quotidienne qu'on vit tous, qu'on subit tous, et qu'il faut essayer un peu d'anticiper, essayer de faire de la pédagogie auprès des équipes, essayer de convaincre les quelques récalcitrants de se faire vacciner, parce qu'on n'a malheureusement pas le choix pour bosser, sinon ça va être un vrai problème. Et je vous dis, alors ce qui peut être un peu idiot, mais c'est comme ça. Vous avez rentré dans un ERP, vous avez un pass vaccinal complet, montrez votre pass, vous n'êtes pas testé, donc vous ne serez jamais testé, même si vous êtes porteur, c'est pas grave. La personne qui n'a pas son pass sanitaire complet, elle est testée. Par contre, si elle a été à proximité de quelqu'un qui est vacciné, alors là, ça peut être la cata. Voilà, donc c'est vraiment un vrai sujet qui est à prendre en compte, qui est une lourdeur à gérer. Donc c'est du travail en plus pour rien, si je puis dire. C'est de l'énergie pour rien, mais on ne va pas se plaindre de pouvoir travailler. Comme je dis, il faut avoir une démarche positive. C'est une contrainte supplémentaire qu'il faut gérer, qu'il faut savoir apprécier, mais bon, il faut le faire. Alors aujourd'hui, concrètement, quels sont les leviers que vous mettez en place pour reconnecter avec les équipes? Comment est-ce que vous faites concrètement? Plus simple, c'est du boulot. C'est clair que si vous avez du boulot, c'est clair que vous arrivez à reconnecter les gens. Donc le but, pour reconnecter les gens, c'est que si vous avez... Comme je vous dis, il faut inverser la tendance. L'activité partielle, c'est plus la norme. Le boulot, c'est la norme. L'activité partielle, c'est secondaire. Et puis après, grosso modo, c'est remettre le maximum de gens au travail, essayer de répartir le travail dans les équipes, que ce soit des prestataires, que ce soit des permanents, que ce soit des intermittents. Essayer un peu de diluer le travail pour que tout le monde se sente un petit peu ce vent de reprise et se reconnecter. Parce que si on fait un peu de la sélection, c'est-à-dire qu'on va aux personnes qui sont les plus efficaces, sont les plus efficientes, et qu'on délaisse, j'aime pas le dire, mais des gens qui le sont un peu moins, ces gens-là, ils vont pas rester les bras croisés, ils vont chercher du boulot ailleurs, et on va avoir encore des personnes en moins pour nos activités. Donc le but est essayer de répartir la masse de travail entre plusieurs personnes pour remettre les gens au travail et pour remettre cette dynamique. Puis comme je vous dis, on espère que la pente va être positive. Mais ça se prépare sur les quelques mois à venir. Il ne faut pas attendre le mois de décembre pour dire tiens, je vais rappeler les gars que je n'ai pas vus depuis 18 mois, 20 mois, où là ils seront passés à autre chose. Actuellement, je pense que pour tout le monde, c'est le cas. De toute façon, on est tous reconnectés parce que l'activité là est partie en flèche.
sur les mois de septembre et octobre. Donc je crois qu'on est tous bien occupés. Donc la reconnexion s'est faite automatiquement pour tous les personnels. En tout cas, dans le groupe, tout le monde repart à 100%. Et on a besoin de toutes les énergies, de tous les collaborateurs, de tous les fournisseurs. Et d'ailleurs, pour revenir sur le pass sanitaire, ce qui va être important, c'est que tous les prestataires intervenant sur les salons puissent certifier que tous les collaborateurs, internes ou externes, qu'ils emploient pour nos stands, sont bien tous dans le protocole sanitaire voulu. Et ça, c'est une démarche qu'on va devoir faire. Et ce qui va être une complication pour nous, pour le travail, ça va être il y a le protocole national et après les salons rajoutent encore des volets supplémentaires ou des contraintes supplémentaires par rapport au pass sanitaire. Alors ça rend les choses très compliquées parce qu'il faut avoir ce règlement très très tôt pour informer nos collaborateurs ou nos prestataires sur les demandes effectuées par le salon. Donc là on a bien vu au mois de juillet, on a fait des stands au mois de juin où il y avait même avec le pass sanitaire, il fallait quand même faire un test PCR pour un montage, malgré le fait qu'on avait le pass sanitaire. Donc il y a on a beaucoup de problèmes par rapport à ça. On va s'adapter comme toujours, de toute façon on s'adapte toujours, mais néanmoins ça va encore ajouter, je dirais, des complexités pour tout le monde. Et il y a la coactivité. Ça, on n'a toujours pas résolu le problème de la coactivité. Comment on va faire à se retrouver à des centaines sur le parc d'exposition dans les mêmes conditions qu'avant? Ça va être aussi une problématique pour tous les prestataires présents sur les périodes de montage et de démontage. Donc ça, on va faire avec, encore une fois, mais tout va dépendre de l'application et la rigueur avec laquelle on va travailler vis-à-vis justement de cette crise, et du Covid en tout cas. Merci. C'est donc toujours dans cette question, quels sont les leviers pour reconnecter avec ces équipes? Corinne, vous, qu'est-ce que vous dites aux candidats pour les motiver et les faire venir dans notre industrie? Le maximum de ce que je peux dire, à savoir que le tri est assez, pas vite fait, mais on sent tout de suite les gens qui sont en recherche de boulot et qui me disent ok, t'envoies mon CV, et les autres qui disent non, je vais attendre un peu, je vais voir comment ça reprend, et puis alors le leitmotiv c'est je ne veux plus travailler dans l'industrie pharmaceutique. À savoir que c'est bien dommage parce que c'est une des rares industries dont le système de communication oblige à participer à des événements du plus petit au plus grand. Donc je pense qu'il y a eu peut-être un peu de maltraitance et beaucoup de process, beaucoup de stress qui ont fait que dans le secteur, ça a un petit peu amoindri la motivation. Donc c'est fort dommage, mais voilà, il y a les gens qui touchent le chômage, donc ils vont attendre le bon poste, la bonne mission. Il y a aussi, mais ça avait commencé avant la pandémie, il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont maintenant en freelance, qui se sont extrêmement bien organisées, qui souvent continuent à travailler avec leurs anciennes agences. Donc il y a beaucoup plus de gens en freelance qu'avant qui travaillent sur des missions. Il y a beaucoup moins de recherche de CDI. Enfin, beaucoup moins. C'est moins le Graal. Donc quand on propose un CDI, non, on ne vous accueille pas à bras ouverts. C'est « Ah bon, oui, il faut voir ». Donc tout a beaucoup changé. Il faut justifier que l'équipe est bienveillante, que l'équipe est sympa, que les managers font le tampon avec des clients parfois difficiles ou caractériels. Je pense que, encore une fois, l'intérêt, c'est la bienveillance au travail. C'est faire attention aux gens, tout simplement. Et je sais qu'on parle beaucoup de RSE. On en parlait tout à l'heure. Le RSE, c'est pas seulement environnemental, c'est aussi social.
Donc j'aimerais bien qu'on se le dise et qu'on se le redise, c'est que les gens qui font les événements sont des personnes humaines, des femmes, des hommes, qui ont des vies privées, qui ont des aléas dans leur vie privée, qui ne sont pas des machines, encore moins des machines de guerre, et qu'il faut, qu'il faut peut-être être plus attentif aux gens, tout simplement, et pouvoir leur proposer des postes qui sont attractifs, qui sont passionnants, mais qui sont aussi, je ne sais pas, si vous avez un vivant, qui sont, qui vont respecter leur personne, leurs valeurs, et je pense que là, il y aura du mieux-être. Alors, alors moi, j'aimerais bien j'ai envie de vous titiller un petit peu, enfin de bousculer un petit peu, parce que quand je vous entends dire la reprise du travail va de fait reconnecter, moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a le travail, c'est une condition nécessaire pour redémarrer l'activité. C'est pas forcément suffisant pour l'embarquer, derrière la notion de reconnexion, si on y met des enjeux de fidélisation, des enjeux d'engagement dans le travail, des enjeux de motivation, et je pense qu'il y a un vrai point d'attention. Donc c'est peut-être le premier élément, et du coup une première recommandation, si je puis dire, ou point d'attention, c'est tirons les enseignements de la période. C'est-à-dire ne faisons pas comme si rien ne s'était passé. Il y a des salariés, vous l'avez dit en propos introductif, que vous avez qualifié de perdus, ou en tout cas de déconnectés. Sous-entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je peux vous citer quelques données là, qui sont intéressantes. Aujourd'hui, il y a 55% des Français qui réfléchissent à changer de métier et qui s'interrogent sur le sens de leur travail. Ça passe à plus de 60% quand on s'intéresse à des populations de jeunes. Il y en a 1 sur 2 qui envisage de donner plus de place à sa vie professionnelle, et donc du coup de réduire son investissement professionnel. Si je continue, il y en a 1 tiers qui se disent la crise sanitaire, de toute façon, elle a diminué ma performance au travail. Donc là, il y a bien des vrais enjeux qui touche aussi à la question de la nature du travail qui est offert, aux conditions effectivement de travail au sens large, et aux leviers qui peuvent permettre de fidéliser, d'offrir des perspectives, de garder des gens, et qu'ils trouvent du sens et l'envie de s'investir dans cette activité-là. Donc le problème est là, il est plus ou moins marqué évidemment selon les secteurs d'activité, mais ce qui est certain, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les questions d'utilité, de sens au travail, d'engagement, d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont aujourd'hui encore plus forts qu'hier. Et donc il y a un vrai enjeu à prendre en compte ces questions-là, ces considérations, au risque effectivement d'être confronté à des difficultés de recrutement, au risque d'être confronté à des problématiques de turnover, et au risque d'avoir des problématiques d'érosion ou de perte de compétences inévitablement. Donc c'est voilà, ne pas minimiser, et peut-être essayer, on en parlait indirectement à table, là, aussi d'ouvrir des temps d'échange, de discussion avec les équipes pour profiter un peu de ces moments-là, pour s'interroger sur les façons de faire, les modes de fonctionnement, sur des choses qui sont peut-être à réinventer, parce qu'il y a vraisemblablement des choses à réinventer ou à repenser en termes d'organisation du travail. Donc ça, c'est un élément important, et qui passe peut-être effectivement par une discussion, un travail, une réflexion avec les salariés eux-mêmes. Le deuxième point, il est peut-être, alors dit autrement, c'est aussi comment mieux intégrer les enjeux conditions de travail au sens large dans cette problématique-là. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le rôle clé qu'ont les managers dans cette affaire-là. Alors quand on est dans des grandes structures, c'est l'encadrement de proximité qui prend effectivement et qui a à gérer
en pleine face, si vous voulez, ces problématiques à la fois RH, mais aussi dans le même temps la reprise de l'activité et la nécessité de se réinventer aussi dans son activité, dans son business. Et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de soutien, d'accompagnement des managers, que ce soit l'encadrement de proximité ou les dirigeants, les responsables de structures que vous êtes, pour apporter un peu de moyens, d'outillage, d'éléments pour passer cette étape-là et peut-être pour repenser les choses un petit peu différemment. Parce que, encore une fois, ceux qui s'en sont peut-être le plus sortis, c'est ceux qui ont fait tout ce qu'ils n'avaient pas appris à l'école, fait tout ce qu'ils n'avaient jamais pratiqué, expérimenté jusque-là, mais qui ont su peut-être innover, sortir un peu du cadre avec leurs salariés. Et donc, il y a un vrai enjeu là, de soutien et d'accompagnement de cette population qui est confrontée à ce défi de reconnexion, pour reprendre le terme que vous avez utilisé. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à... C'est vrai que la marque employeur, c'est donc l'image que les entreprises donnent. C'est aussi un pouvoir d'attractivité. Ça passe, comme on l'a dit, par la qualité du lieu de travail. Ça passe par autre chose qu'un salaire. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir attirer des gens. C'est vrai que le Covid a été révélateur de beaucoup de choses, révélateur des imperfections qu'on pouvait avoir dans des organisations. Et comme je dis, il faut se servir de cette expérience douloureuse, mais pour ressortir plus fort et plus grand. Mais je pense que on va être obligé de repenser tout ça. On va être obligé de repenser notre organisation. Ça aura des impacts dans notre travail. On parlait tout à l'heure aussi des gens qui avaient quitté le salariat pour être en freelance. J'ai à dire qu'un salarié, c'est un salarié, et qu'il y a une subordination, et qu'un freelance, s'il y a une subordination, c'est un salarié de fait. Hein. C'est des petits sujets à aborder qui sont peut-être méconnus. Mais voilà, on va devoir repenser cette organisation du travail, repenser bien sûr avec les organisateurs, repenser avec les prestataires, avec les sous-traitants. Tout ça, ça va nous obliger, je pense, à aborder, à se poser des questions sur notre fonctionnement, regarder comment on marche, parler du temps de travail entre autres. Il y a des sujets d'organisation qui sont des sujets de tous les jours, qui nous, entre guillemets, nous enquiquinent, mais bon, qui sont une réalité du code du travail, il faut vivre avec, il ne faut pas les occulter, même si ça ne nous arrange pas. Mais je pense que d'autres professions sont capables de le faire, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire. Et que les conditions de travail, attirer les talents, mettre un cadre favorable, c'est aussi qui fait qu'on attirera des gens d'autres secteurs d'activité. Il y a aussi quelque chose qui, je pense, a été petit à petit éliminé de ce secteur d'activité, c'est la notion de plaisir. C'est le plaisir de travailler, le plaisir de faire de l'événementiel, qui est quand même un métier de passion. Et j'ai un peu l'impression, dans ce que me rapportent mes candidats, que parfois c'est un peu un parcours du combattant. Donc voilà, remettre le plaisir au cœur de nos métiers, de vos métiers, de respect, de plaisir. Et je pense qu'on aura toutes les chances que ça reparte bien. J'ai une... Allez-y. Non, j'ai peut-être... Pardon. Juste même si après... on va peut-être pouvoir échanger et partager les expériences des uns et des autres, mais deux leviers ou deux sujets qu'on n'a peut-être pas abordés encore et qui sont quand même intéressants dans cet enjeu de relance, dans cette période de relance de l'activité et auxquels les salariés sont attentifs par rapport à ces enjeux on va dire, de motivation au sens large. Le premier, c'est la question de la reconnaissance. Vous avez abordé la question de la rémunération, c'est un levier de la reconnaissance, il n'y a pas que ça, hein. Il y a évidemment des choses qui relèvent du salaire, mais il y a aussi des choses qui relèvent des perspectives de parcours, il y a des choses qui relèvent de la formation, il y a des choses qui relèvent du contenu du travail, du plaisir qu'on a, des responsabilités qui nous sont confiées. Donc
tout ce qui peut faciliter la reconnaissance et le levier reconnaissance dans cette période-là est important. On l'a bien vu dans d'autres secteurs, je pense à la grande distribution en particulier, que ça faisait débat, avec y compris cette notion de première ligne, deuxième ligne et métier de première nécessité ou pas. Donc là, le levier reconnaissance. Deuxième aspect, ça me semble important, notamment par rapport à votre secteur d'activité, c'est de dire je fais partie d'un écosystème et je ne suis pas tout seul. Et donc traiter ces problèmes-là, c'est forcément les traiter avec mes clients, avec mes fournisseurs, avec les acteurs, les partenaires qui font partie de mon écosystème, parce qu'il y a sûrement des solutions à trouver, des innovations à penser collectivement, et que y compris, vous pouvez avoir des très bonnes idées, mais si vous êtes beaucoup trop sur la dépendance, effectivement, des acteurs qui font partie de votre écosystème, ça rend compliqué les choses. Moi, j'ai pas mal travaillé dans l'industrie, par exemple, sur les sous-traitants, et comment intégrer les enjeux de conditions de travail des sous-traitants sans leur faire peser à eux seuls cette responsabilité de se mettre à des normes. On voit bien que ça passe aussi à un moment donné par le fait de tous se mettre autour de la table, connaître les contraintes, les attentes, les exigences des uns et des autres, et essayer de penser les choses dans le cadre d'un plan de prévention un peu plus large, un peu plus global. Donc la question du travailler avec les partenaires qui font partie de votre écosystème, ces questions-là me paraissent être aussi importantes. D'accord. Ce que je trouve intéressant, c'est que donc là, on est dans un écosystème déjà. Donc Unimef, Prestalliance, Créalliance, Lise, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement collectivement? J'insiste bien sur le mot collectivement, pour devenir peut-être plus attractif, justement pour gérer ces problèmes de reconnexion. Il faut créer des parcours de formation. Il faut créer, je dirais, une école des métiers. Et puis travailler avec les OPCO pour défendre parce qu'à un moment, pour tout ça, il faut des moyens. Et défendre, je dirais, des filières. Pour moi, c'est primordial parce que, comme je dis, c'est travailler sur les talents de demain, travailler sur les gens qui vont travailler avec nous dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est maintenant. Voilà. Donc tout ça, ça se fait au fil de l'eau. Ça se fait avec des commissions mixtes paritaires sur de l'emploi et de la formation. Ça se fait avec, bien sûr, Pôle emploi. Ça se fait avec tous les acteurs des métiers. Avoir aussi cette visibilité d'attractivité de métiers porteurs. Et de métiers aussi inclusifs. Il faut utiliser tous les secteurs, tous les ficelles qui peuvent attirer des gens vers nos métiers. Merci beaucoup. Je pense que c'est l'heure des... À moins que vous vouliez rajouter quelque chose, mais sinon on va passer avec les questions. Je vais donner le micro à Ivana pour que vous puissiez intervenir et poser toutes vos questions. Qui commence ? Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question liée en fait à la problématique au titre de cette table ronde. On est beaucoup revenu sur le mot reconnecter. Il y a un deuxième mot qui est paru comme évident, c'est le mot les équipes. Mais pour moi, il n'est pas si évident que ça, à savoir qui vous mettez en fait réellement aujourd'hui et dans les années à venir derrière ce terme les équipes. On pourrait répondre assez rapidement en disant les collaborateurs, l'interne de l'entreprise, bien évidemment. Est-ce que vous considérez que vos fournisseurs peuvent faire partie de vos équipes, en réalité, vos sous-traitants, les freelances avec lesquels vous travaillez, peut-être même vos clients, jusqu'où vous élargissez en fait le cercle de la réflexion sur qui sont vos équipes, qui sont vos parties prenantes, et à partir de cette question, est-ce que vous avez déjà mis en place une stratégie de management justement de ces équipes externes, mais en réalité pas si loin de l'interne que ça. Voilà. Merci beaucoup. En fait, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Parce qu'on dit une équipe, c'est une chaîne de valeur. La chaîne de valeur, oui, ça part du client au prestataire, à l'intermittent, au freelance. Cette chaîne de valeur, elle s'entretient. Elle s'entretient par ce genre de réunion. Elle s'entretient par des échanges. Les échanges qu'on a eus, par exemple, pendant 18 mois, tous ensemble, pour essayer de trouver des solutions. C'est un collectif, et ce collectif, il doit être, on parlait d'organisation, quand on parle aussi d'échanges, il faut qu'il y ait ces échanges, à la fois sur
les sites, les organisateurs, les donneurs d'ordre, les prestataires, les freelances. Il faut que tout cet écosystème de valeurs, ils puissent se rencontrer, ils puissent échanger, que chacun soit respecté dans son approche valeur. Mais ça, il ne peut exister que s'il y a un équilibre et un respect. C'est clair que quand on est au haut de l'échelle, quand on est l'annonceur, le donneur d'ordre, oui, on a un poids économique et financier. Et puis quand on descend tout en bas, c'est peut-être ceux qui ont le moins de voix. Voilà. Maintenant, on a besoin du petit qui est en bas, on a besoin de la grande personne qui est en haut. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. À partir du moment où cette chaîne de valeur elle est respectée, qu'il y a bien sûr cet échange. Quand on a parlé de RSE. Les RSE, c'est ça, c'est respecter la chaîne de valeur. Et quand on va respecter nos fournisseurs, quand on va respecter nos clients, c'est toute la chaîne de valeur qui va être gagnante. Et c'est là-dessus qu'on doit indirectement se battre. Quand on dit se battre, travailler collégialement avec tous les acteurs. Et c'est là l'importance d'une filière. La filière, elle n'existe, elle est reconnue que si elle rassemble. Si elle divise, c'est juste une lutte entre un prestataire et un fournisseur. Alors, moi, du coup, j'ai une question. Patrick, toi qui gères beaucoup de prestataires et de sous-traitants, est-ce que tu as eu ce ressenti justement par rapport à ce qu'on disait? Est-ce que déjà tes sous-traitants commencent à te faire défaut en disant bah non, j'ai pas suffisamment d'équipe? Est-ce que tu ressens ça, toi, à ton niveau? Alors, à l'heure actuelle, les prestataires manquent de personnel, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure des départs, manque de moyens et manque de temps. Donc aujourd'hui, il y a, comme je le disais, énormément de travail qui arrive d'une façon en rafale. Il y a beaucoup de salons, beaucoup de stands à monter. Il y a un problème de personnel, donc c'est compliqué pour tout le monde. On a plus de demandes que de ce qu'on est capable de produire aujourd'hui globalement. Et on a la problématique est la suivante. Tous les menuisiers au premier chef le savent. On a un problème d'approvisionnement. Donc qui rajoute en plus de la complexité au travail du moment. Maintenant, tous les prestataires, enfin les fournisseurs, les prestataires sont toujours motivés. Il y a de la dynamique, on va trouver des solutions, mais c'est vrai qu'on est dans de grandes difficultés. Il y a aussi tous ceux qui ne savent pas globalement, qui ne disent pas dans quelle santé à la fois morale, financière ils se trouvent. Et on sent de la fragilité. Aujourd'hui, on a beaucoup de prestataires qui sont pas très rassurants. Nous, on essaie de leur apporter cette rassurance de notre côté, mais eux ne le sont pas forcément. On les sent fragilisés. Beaucoup sont moralement atteints, ont été franchement moralement atteints par la crise. Il y a eu des aides, il y a eu beaucoup de choses de faites, mais il y a un impact sur les prestataires. Voilà, il faut que ça reparte, je dirais, globalement, pour que les gens sentent que ça revient. Mais l'année dernière, on était sur le titre, je ne me rappelle plus, à la même période, on ne pensait pas qu'on refermerait de nouveau. Et donc aujourd'hui, il y a une peur. Il y a une peur qui est là, qui est latente. Je dirais les informations que l'on reçoit au quotidien ne sont pas forcément là pour rassurer les gens. Et donc voilà, mais globalement, on essaie de maintenir un contact permanent. On parle beaucoup avec nos prestataires, on échange énormément parce qu'on a cette notion d'équipe. On est toujours sur des notions de faire converger nos intérêts communs, de faire travailler les gens d'une façon, je dirais, on va essayer d'apporter aux prestataires, en tout cas, apporter des réponses à ces attentes afin qu'on obtienne un résultat commun. Rien ne passera autrement que par l'équipe. Pour citer monsieur, oui, on intègre les prestataires depuis très longtemps dans notre programme de travail. Un autre sujet que vous avez abordé tout à l'heure, madame, vous nous parliez de la vie, fallait qu'on soit à l'écoute en tant qu'employeur de la vie privée de nos collaborateurs. Donc là, à l'inverse, j'ai vraiment l'impression parfois, là,
aujourd'hui, après les 18 mois qu'on a vécu, de subir à l'inverse leur vie privée et de composer chaque jour sur notre organisation, parce que moi j'ai divorcé, j'ai la garde, j'ai pas la garde, je suis pas dispo, et moi je subis, et les collaborateurs qui n'ont entre guillemets pas de problème de vie privée subissent aussi, et ça franchement c'est compliqué, et on la sentait à mon avis moins avant, mais là on aborde une rentrée avec des salariés qui, comme vous disiez, ils ont changé un peu leur mode de vie, mais pour le coup c'est très compliqué là de composer, et on va dire oui, non, et c'est pas si simple à gérer. Donc si vous avez des solutions, ça m'intéresse. Et du coup, c'est vous les méchants? Non, mais vous m'apprenez quelque chose. Là, je suis pas d'un côté ou de l'autre. Hein. Je pense qu'il faut être. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvent des retours de personnes. Moi, je suis plus dans l'événementiel, qui subissent des stress, qui subissent des clients pas toujours sympas, et même parfois carrément pas sympas du tout, qui font des nocturnes sur nocturnes, et quand ils partent un jour à 17h, on leur demande s'ils ont pris leur après-midi. Donc voilà, c'est un peu pour ça, mais je dis prendre en compte raisonnablement, bien sûr. Et effectivement, les chefs d'entreprise ont aussi des grosses difficultés. On subit aussi. Exactement, et parfois avec pas forcément une cellule RH qui peut gérer. Donc, bien entendu, c'est pas les gentils d'un côté, pas du tout. Oui, juste pour aller dans ce sens-là et sur ce sujet-là, je disais tout à l'heure, le point d'attention sur les managers, c'est aussi sur les dirigeants. Et effectivement, ceux qui ont été en difficulté, là il y a aussi des études, hein, c'est les dirigeants qui sont directement impactés. Alors il y a aujourd'hui un observatoire en France qui existe autour de la question de la santé des dirigeants, qui est un vrai sujet qui longtemps a été mis de côté et pas forcément traité. Et nous on a tendance à dire, si on veut qu'un patron puisse être bienveillant, prendre en compte les attentes ou les enjeux de conditions de travail de ses salariés, c'est d'autant plus facile s'il est lui-même plutôt serein et en bonne santé mentale en particulier, au sens fragilité. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est plus opérationnel, évidemment la crise a nécessité et a invité davantage la question de la prise en compte des questions personnelles. Dans un premier temps, ça a été notamment la question des salariés dits fragilisés, hein, souvenez-vous, qui étaient souvent des salariés dont les employeurs méconnaissaient complètement qu'ils avaient, le cas échéant, des fragilités. Hein. Et donc, cet enjeu de prendre en compte, alors là, pour le coup, non seulement les aspirations, les souhaits, mais aussi la situation personnelle, la situation de santé, son lieu de domicile, parce que s'il a des enfants ou pas, parce que le télétravail, évidemment, si vous êtes célibataire dans 100 mètres carrés, c'est pas du tout la même chose que si vous êtes avec 3 enfants en bas âge à la garde en région parisienne. Vous voyez tout ça. Et donc cet enjeu de prise en compte non seulement des aspirations, mais de la réalité de la situation des individus, elle s'est imposée aux employeurs. Alors ça passe aussi par ce que font beaucoup d'employeurs aujourd'hui, qui sont des entretiens de reprise, hein, des entretiens de relance de l'activité, et que ça peut être intéressant derrière ce qui était votre fréquence peut-être habituelle d'entretien annuel, se dire là il y a quand même une période un peu charnière, ça vaudrait peut-être le coup quand même de manière systématique de faire des entretiens individuels pour apprécier un peu tout ça. Et puis après il y a comment j'articule, au nom notamment à la fois de l'équité et du maintien de l'activité, je dirais des règles collectives et avec la prise en compte des aspirations ou des intérêts personnels. Donc là aussi, ça peut passer par, notamment, on n'en a pas encore parlé, mais la question du dialogue social, la question d'accords d'entreprise, la question d'un cadre général qui donne un certain nombre de règles de fonctionnement. On le voit très bien à travers le télétravail, par exemple, hein, avec un certain nombre de... Plus les règles sont posées, installées, plus ça va être facile pour les managers, mais ça n'exclura pas
la régulation managériale individuelle. Donc il y a bien cette articulation entre, je dirais, des règles collectives et une prise en compte des situations particulières. Merci. On va prendre une dernière question. C'est plus un commentaire qu'une question. Pour construire sur ce qui a été dit, moi je voudrais envoyer un message optimiste en pensant que, sans savoir exactement ce qui va se passer après 20 mois de chômage partiel dans notre entreprise, chaque collaborateur a bien noté que c'était une situation exceptionnelle. Et je vais vous citer un membre de l'équipe de direction qui s'est confiné au Brésil pour faire du kitesurf, et c'était top. Et il a bossé avec le décalage horaire et on n'a pas vu la différence. Mais c'est exceptionnel. Et je pense qu'à tous les niveaux de l'entreprise, en tout cas j'espère, chacun a bien noté que, ok, la bonne nouvelle c'est qu'on repart au boulot, mais voilà quoi, on va se reconnecter sans pour autant revenir à tous les principes d'avant et en tenant compte des priorités des uns, des autres, etc. Mais je compte sur le bon sens de chacun et pour se retrousser les manches et repartir, tout en respectant et la RSE et les uns et les autres, etc. Et puis, allez, un petit pour la route, excusez-moi. L'attractivité de la filière, elle est toujours là. L'événementiel, c'est de la passion, c'est de l'engagement, c'est voilà, on est à fond. Si on aime ça, ben, on continue. Et puis si on a envie de faire autre chose, voilà, on va ailleurs et il faudra reconstruire. Merci. Est-ce que vous pensez que c'est exceptionnel ou est-ce que vous partagez ou est-ce qu'il y a des problèmes structurels quand même? Enfin, moi, je me posais une question aussi. Est-ce qu'il y a un problème aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de génération? Est-ce que les attentes des jeunes générations dans l'événementiel, elles sont les mêmes que celles des anciennes générations? Enfin, je veux dire en termes d'horaire, en termes de... Si on prend en considération la partie prestataire, autant Madame parlait tout à l'heure du jeunisme dans le métier, les prestataires, j'ai plutôt l'impression que la population est vieillissante. Hein, c'est des gens qui sont dans le stand depuis quelques décennies. J'ai la chance et le privilège d'en croiser quelques-uns depuis de longues années, et c'est souvent on voit les mêmes. Hein. Donc il est vrai que la filière franco-française ne se renouvelle pas. Ça, c'est une certitude. Alors certainement, oui, il va falloir passer par la formation, il va falloir repasser par pas mal de choses. Mais côté prestataire, la population est très vieillissante, effectivement. Enfin, selon moi. Moi, je considère qu'on est un peu dans un escalier, on est sur un palier, voilà. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on monte toujours. Et que cette dynamique, oui, elle passe par des étapes, oui, il y a des entreprises peut-être qui sont un petit peu vieillissantes, mais je pense que la relève, elle est derrière. Il faut juste lui montrer le chemin, il faut la motiver, il faut lui donner les cartes, il faut lui apprendre. Et je pense qu'on fait tous des beaux métiers qui sont, à mon avis, très, très attractifs. Il faut juste les mettre en lumière. Et puis monter, fabriquer les talents et les compétences de demain. Voilà. Je vous remercie. Je pense que voilà, merci pour vos témoignages. Je trouve que c'était très intéressant et très instructif. Voilà, un grand merci à vous tous. Et puis, donc là, il y a un quart d'heure de pause. Et puis, on reprend après avec la deuxième table ronde. Merci beaucoup.